Ce n'est pas seulement la naissance des bébés, mais aussi la naissance des mères que les sages-femmes considèrent comme le miracle de la naissance. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision, dans votre émission à la découverte d'une femme. Le métier de la sage-femme, un métier très important, un métier noble que beaucoup ignorent et que beaucoup aussi ne prêtent pas attention. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder les questions autour de ces métiers nobles ensemble avec notre invitée qui est déjà là sur ce plateau, à qui j'ai dit bienvenue madame. Merci. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Merci une fois de plus pour d'avoir accepté notre invitation. Et avant de commencer, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Pas de problème. Donc moi je m'appelle Stéphie Louaoula, sage-femme indépendante à Kinshasa. Et je suis la fondatrice de la maison périnatale Mwanamboka. C'est la première maison de naissance en République démocratique du Congo. Sage-femme indépendante et la fondatrice de la maison périnatale Mwanamboka. Et pour commencer, avec des termes simples, vos propres termes, comment est-ce que vous pouvez définir une sage-femme? Alors, une sage-femme, c'est une femme qui est formée pour accompagner les femmes. Donc, que ce soit dans la gynécologie, que ce soit pendant la grossesse, après l'accouchement. Chaque femme doit avoir une sage-femme dans sa vie, parce qu'elle accompagne de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Elle accompagne de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Les femmes, exactement. Ça veut dire que depuis que tu es jeune, tu dois avoir une sage-femme qui te consulte. Ça serait mieux. Ça serait mieux parce qu'à partir du moment où la jeune fille a ses règles, il y a des perturbations qui peuvent arriver. Donc c'est toujours mieux d'avoir un professionnel de santé de confiance, Et là, la sage-femme ou le gynécologue viennent en jeu. Et le rôle exact de la sage-femme? Le rôle de la sage-femme, elle en a plusieurs, parce qu'on est compétences médicales et on a plusieurs justement compétences concernant la gynécologie, la contraception, qu'est-ce qu'on peut faire, on fait les accouchements, on fait le suivi postpartum, on fait la rééducation du périnée, les suivis de l'allaitement. Donc le métier est assez large quand même. Et beaucoup plus, les gens pensent que les sages-femmes ne se limitent que pour le suivi de la femme enceinte. Donc, ça veut dire qu'il y a une désinformation ou soit les gens sont mal informés concernant la sage-femme. Exactement. Alors, c'est pas qu'ils sont mal informés parce qu'aujourd'hui, au Congo, les sages-femmes sont essentiellement en salle d'accouchement. Mais l'idée maintenant, c'est que moi, je suis sage-femme indépendante, je suis arrivée il y a maintenant 2 ans. Donc l'idée, c'est de développer ce côté-là du métier pour que plusieurs sages-femmes puissent être aussi indépendantes pour continuer et valoriser ce métier. Donc non seulement avec le suivi de la grossesse, mais aussi après l'accouchement, à continuer à suivre les femmes pour le postpartum qui est très important, Donc ça va nécessiter aussi d'autres formations pour renforcer les capacités. Oui, c'est ça exactement. La formation continue, quelques mois de formation. Et on continue avec l'accompagnement des femmes. Est-ce qu'il y a une différence entre la sage-femme et une femme sage? Oui, il y a une différence. Parce que la sage-femme, elle est formée, diplômée, compétences médicales, donc c'est une professionnelle de santé. Et la femme sage, c'est une femme qui est remplie de sagesse, Donc, une femme sage, c'est une femme qui est remplie de sagesse. Et une sage-femme, c'est une professionnelle. Donc, quand quelqu'un dit qu'une femme sage, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne, pas du tout. D'accord pour cette différence. Et Madame Stéphie, pourquoi est-ce que vous avez opté pour la sage-femme? Moi, ce métier, c'est une vocation. Depuis que j'ai 8 ans, 8 ans, j'ai toujours dit à mes parents, je veux accoucher les femmes. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense que Dieu m'a mis ça comme don. Et du coup, j'ai pu développer ça au fur et à mesure de mes années, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille en tant que sage-femme. Et c'est une vocation. De toute façon, pour faire ce métier, on ne peut que le faire avec le cœur pour supporter tout ce qu'on supporte avec les femmes. Sinon, c'est difficile quand même. Et pour devenir sage-femme, on prend quelle formation ou on fait quelles études? Moi, mon parcours personnel, parce qu'au Congo, c'est différent. Donc, j'ai été formée en Belgique et en France. J'ai été formée en Belgique, j'ai travaillé en France. Et là-bas, c'est 5 ans d'études, 5 années d'études. On est diplômé. Moi, j'ai travaillé des années à l'hôpital. Ensuite, je me suis mis à mon propre compte, indépendante déjà en France. Et j'ai commencé à faire des accouchements à domicile. Donc là-bas, les femmes accouchent à la maison et on se déplace, on fait des accouchements.
Raison pour laquelle j'ai voulu faire ça ici. Mais ici, c'est compliqué avec les embouteillages, etc. Donc, j'ai préféré créer une maison de naissance pour centraliser les accouchements, afin que les femmes puissent accoucher au même endroit, mais toujours dans une confiance, bienveillance, sécurité et bien accompagnée, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous parler de... Parce que là, vous venez d'épingler quelque chose, votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Donc du coup, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 8 ans. Mais plus je travaillais, plus les années passaient, plus je me rendais compte que l'hôpital est trop interventionniste. C'est-à-dire qu'un accouchement, normalement, c'est physiologique. On n'a pas besoin d'intervenir quand tout se passe bien. On intervient quand il y a un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, les gens veulent toujours intervenir. Et le problème, c'est que ça cause d'autres problèmes derrière. Donc je me suis dit, je ne veux plus travailler à l'hôpital. Je veux travailler maintenant... je veux accompagner les femmes autrement. Et moi, j'ai 3 enfants. Donc du coup, quand j'ai accouché ma dernière à la maison, chez moi, toute seule, là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je veux que accompagner les femmes à accoucher et qu'on respecte leur corps, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire des accouchements à la maison et je suis arrivée au Congo il y a bientôt 2 ans. Et du coup, les femmes qui accouchent en maison de naissance, parce que je suis à Kinshasa, à GB, elles accouchent dans l'eau, elles accouchent à 4 pattes, elles accouchent debout. Elles accouchent dans toutes les positions, sauf la position allongée sur le dos qu'on voit dans les films ou dans la vraie vie, quoi. Parce que ce n'est pas une position normale à la base. C'est une position qui ralentit le bébé dans sa descente. Bon. Mais pourtant, c'est la position que nous utilisons toujours ici, chez nous. Et c'est bien problématique. Mais à 100 ans, les femmes, elles n'accouchaient pas comme ça. Donc les Occidentaux, ils sont venus, ils ont pris la femme, ils ont dit « allonge-toi sur un lit, écarte tes jambes, on va mieux voir ». Pour le confort du gynéco de la sage-femme. Alors que normalement, une femme doit pouvoir se mettre dans la position qu'elle souhaite pour que l'enfant puisse descendre facilement. Et puis, elle est dans des positions en fait, de gravité, plus l'enfant descend et en plus, elle a moins mal. Quand on allonge une femme sur le dos, la douleur augmente, l'enfant prend du temps et en plus, on lui fait une épisiotomie pour que ça aille plus vite. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire d'épisiotomie si l'accouchement se déroule bien. Et pourtant, on veut faire croire que tous les premiers enfants, on doit faire une épisiotomie. Normalement, c'est ce que nous savons. Moi, en tout cas, mes femmes qui accouchent à la maison de naissance, on ne fait même pas d'épisiotomie. Il y a plein de primipares. Parce qu'elles accouchent soit à 4 pattes, soit dans l'eau, soit debout, soit assises. En fait, comme elles choisissent la position, il n'y a pas besoin de faire ça parce que le bébé, en fait, descend tranquillement, quoi. Et dans une position physiologique. Et quand on dit physiologique, c'est une position normale, un bassin ouvert pour que l'enfant descende. Alors, comme vous venez de dire là, que la femme peut aussi choisir sa propre position. Exactement. Ah, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. Ici, les femmes, elles arrivent, à peine on travaille, on les allonge du début jusqu'à la fin. Comment l'enfant va pouvoir bien descendre? Il faut qu'elle puisse bouger. Le travail, c'est du mouvement, quoi. Plus elle bouge, la femme, plus l'enfant descend rapidement. Alors que quand on allonge une femme, bah, du coup, l'enfant prend du temps. Et puis la femme hurle de douleur. Et puis la sage-femme à côté, qui parfois est malveillante. Donc ça la met du stress. Si ça lui met du stress, l'enfant stresse. Si l'enfant stresse, problème cardiaque, césarienne. Alors que si on est bienveillant dès le début et qu'on accompagne une femme, ça empêche beaucoup de problèmes, quoi. Donc, pour que la femme arrive à choisir sa propre position, donc c'est déjà dès la consultation que vous allez parler de ça. Justement, on fait des cours de préparation à l'accouchement ou des CPN. C'est-à-dire qu'on les prépare bien à gérer la douleur, on les explique que tu peux te mettre dans la position que tu souhaites pour qu'elle sache que de toute façon, elle peut accoucher comme elle souhaite. Mais même si une femme n'a pas eu ces cours-là, si tu trouves une femme au village par exemple, il n'y a pas d'hôpital, elle ne va jamais s'allonger sur le dos. Elle va se mettre tête debout, elle va se tenir contre quelque chose, debout, accroupie, mais elle ne va jamais se mettre spontanément parce que son corps ne va pas lui dire ça. Elle va faire ce que son corps lui dit. Et quand une femme accouche seule ou accouche avec une personne bienveillante, normalement, elle ne peut pas se mettre allongée sur le dos. Ça fait plus mal. Alors qu'elle, elle veut se débarrasser justement de l'enfant. Le but de l'accouchement, c'est que l'enfant puisse sortir. Alors plus il sort rapidement, mieux c'est et moins il y a de complications. Et d'ailleurs, même un accouchement sur le dos, parfois ça fait aussi plus d'hémorragie parce que d'autres sages-femmes peuvent appuyer sur le ventre pour accélérer le travail, l'expulsion. C'est plein de choses à changer, quoi, petit à petit. Madame Stéphie, vous avez dit que vous avez travaillé pendant 8 ans dans l'hôpital. Oui, et après à mon compte, indépendante. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir indépendante? À cause des interventions à l'hôpital. À cause des interventions à l'hôpital. Trop d'interventions. Et quand on respecte un accouchement physiologique, et tout se passe bien. Et qu'est-ce qui diffère
une sage-femme indépendante et une sage-femme qui travaille dans l'hôpital. Oui. En fait, on les appelle les sages-femmes hospitalières. Elles sont juste à l'hôpital, elles font que les accouchements et c'est tout. Les sages-femmes indépendantes, elle fait le suivi de la grossesse, elle fait la contraception, gynécologie, accouchement, et après l'accouchement, postpartum et la rééducation du périnée. Donc ça veut dire que la sage-femme indépendante, elle est plus large. Elle voit vraiment la femme du début jusqu'à la fin, contrairement aux sages-femmes hospitalières qui sont que là à l'accouchement et après, il y a moins de liens entre guillemets, contrairement à une sage-femme qui aura suivi la femme du début jusqu'à la fin, quoi. La maison périnatale Mwanamboka, ça existe déjà depuis combien de temps? Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans 2023. Ok, quels sont vos objectifs? Nous, le premier objectif, c'est déjà de réduire la mortalité maternelle, parce que plus on respecte la physiologie du travail, moins il y a d'hémorragie. Et c'est vraiment d'informer les femmes sur leurs connaissances, sur leur corps. Et ça, c'est vraiment une mission auquel je tiens, parce qu'on est dans un pays où tout est tabou. La sexualité est tabou, les problèmes gynécologiques sont tabous. Et le fait de pouvoir vulgariser un peu ces informations permet que toutes les femmes puissent être conscientes de leur corps, de leur choix en fait. Une femme qui a des odeurs vaginales, une femme qui a des infections urinaires, elle ne doit pas avoir honte. Elle doit savoir où aller pour prendre soin d'elle et faire de la prévention pour éviter que ça arrive justement. Et c'est ça, c'est juste tout ce que vous venez de citer là, c'est en fait ce qui vous a poussé à proposer des soins. Exactement. Dans la maison périnatale. C'est ça. Et d'ailleurs, ça s'appelle maison périnatale parce que c'est autour de la naissance. Donc, une femme qui n'est pas enceinte, elle a sa place. Une qui est enceinte, elle a sa place. Une qui est accouchée, elle a sa place. Donc, tout le monde a sa place. Toutes les femmes ont leur place. Donc, on accompagne vraiment du début jusqu'à la fin. Et même les femmes qui veulent tomber enceintes devraient même venir consulter avant avec leur mari parce que pour savoir comment prendre soin de soi avant de tomber enceinte. Parce qu'il y a beaucoup de fausses couches qui peuvent être évitées si seulement elles avaient les bonnes informations. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous avons reçu Madame Stéphie Loaoula, qui est sage-femme indépendante et fondatrice de la maison périnatale Mwanamboka. C'est ensemble avec elle que nous parlons du métier de la sage-femme. Madame Stéphie, nous avons célébré, vous les sages-femmes, vous avez célébré votre journée internationale le 5 de ce mois que nous sommes par rapport de notre pays ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quel est l'état des pratiques de la sage-femme? Aujourd'hui, la sage-femme, comment dire, où on en est? Elle est un peu... c'est difficile d'expliquer parce que la sage-femme, elle fait un métier de cœur. Et la sage-femme congolaise fait vraiment les choses avec son cœur. Si ce n'était pas ça, franchement, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de morts que ça. Mais c'est une sage-femme qui a besoin de matériel, elle a besoin d'argent parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui ne sont pas payées. Et c'est une sage-femme qui a besoin aussi de formation. Et aujourd'hui, avec le CSU qui est mis en place et avec l'ordre des sages-femmes qui vient justement pouvoir asseoir un peu tout ça, je pense que la profession va encore évoluer de plus en plus. Mais aujourd'hui, à l'état actuel, la sage-femme, elle fait comme un peu avec les moyens qu'elle a. Et elle a une bonne formation, mais il faut que la formation se renouvelle aussi pour mieux accompagner les femmes aujourd'hui. Et on y travaille pour eux. Les sages-femmes sont là et elles font un métier formidable, respectable, mais elles ne travaillent pas toujours dans des bonnes conditions qui permettent parfois de ne pas prendre une femme en charge correctement, quoi. Et aujourd'hui, il y a ces femmes qui disent qu'elles préfèrent accoucher dans des privés que dans des hôpitaux, dans des hôpitaux publics, parce que les sages-femmes qui sont là-bas sont malveillantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est pareil partout. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ça dépend de la sage-femme sur qui tu vas tomber, comment elle est formée. Aujourd'hui, les sages-femmes sont de plus en plus formées aux soins humanisés. Les soins humanisés, c'est justement respecter la femme, ne pas faire d'épisiotomie, l'accompagner. Et tout ça, les sages-femmes sont formées de plus en plus, mais ce n'est pas encore assez à l'échelle nationale, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup de sages-femmes qui ne sont pas formées et qui font beaucoup de mal aussi. Donc du coup, il n'y a aucune différence. Tu peux payer $3000 un accouchement et tu as un accouchement catastrophique. Et tu peux ne pas payer un accouchement et ton accouchement se passe très bien. Il faut juste être consciente et avoir la connaissance de son corps. Et plus vous avez la connaissance en tant que femme, plus vous allez savoir si ce qu'elle fait c'est bien ou pas. Donc c'est pas une question d'hôpital, c'est une question de connaissance de son corps et de ses choix du coup. Et l'état d'esprit de la sage-femme joue aussi sur la santé de la femme qui est venue pour accoucher.
Tout à fait. Une sage-femme qui est malveillante, elle va stresser la femme. Donc la femme qui peut-être être bien, elle va stresser, beaucoup d'hormones, beaucoup d'adrénaline. Et si elle a trop d'hormones de stress, et ben complications. Donc évidemment que la sage-femme va conditionner l'accouchement d'une femme qui est en cours de travail. Ça, c'est sûr. Et quelle est la place que la sage-femme occupe dans la santé de la femme enceinte? C'est vraiment une place primordiale parce que la sage-femme avec une femme enceinte, c'est vraiment sa personne de confiance finalement. C'est elle qui l'informe, c'est elle qui la suit. Et l'idéal, c'est que les femmes aussi puissent avoir une sage-femme de confiance et qu'elles fassent aussi leur consultation prénatale. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne suivent pas leur CPN. C'est important de les suivre. Donc la sage-femme est indispensable pour moi pour un suivi de grossesse physiologique. Après, quand la grossesse est pathologique, avec de l'hypertension, du diabète ou d'autres pathologies, là, c'est plutôt gynécologue. La différence entre nous deux, c'est que le gynécologue gère les pathologies et nous, on est vraiment spécialiste de la physiologie. Donc, il faut qu'on respecte ça, quoi. Et est-ce qu'une femme enceinte peut changer des sages-femmes pendant la grossesse? À tout moment. Moi, ça ne pose aucun problème. Aucun problème, tant qu'elle a son dossier. Moi, j'ai toujours, si tu n'as pas confiance en la personne qui te suit, tu changes. Tu ne peux pas rester par contrainte avec un professionnel de santé, que ce soit gynéco ou sage-femme, il faut changer. Ça ne change rien à notre vie si la femme part. Par contre, elle, ça va changer quelque chose parce qu'elle sera mieux avec une autre personne. Et pour les femmes qui se considèrent comme ici à Kinshasa, il y a ces femmes au Baloba qui abouti déjà à 3, 4, elles ont déjà une expérience sur Yorbota. Et du coup, quand elles tombent encore enceintes, elle reste à la maison, elle attend juste 6, 7 mois, juste à la fin de la grossesse pour aller à l'hôpital. Oui, ça ne veut rien dire. On peut avoir même 10 enfants, chaque grossesse est différente. Il faut toujours se faire suivre, on ne sait jamais. Même pour les échographies, il y a beaucoup de malformations qu'on détecte à l'échographie. Donc le fait de faire une échographie dès le début, par exemple, ça permet de savoir si l'enfant est bien, il grandit bien. Est-ce qu'il y a une malformation, est-ce que l'enfant peut vivre en dehors de la grossesse? Si ce n'est pas possible, on interrompt la grossesse. Il y a des femmes qui portent des enfants jusqu'à 9 mois qui ne sont même pas viables à la naissance. Pas viable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extérieur du ventre, il ne vit pas. Et ça, c'est dommage. On aurait pu déjà écourter depuis le début, quoi. Tout ça parce que c'est la négligence, parce qu'elles prennent leur temps, parce que. Donc, il faut vraiment sensibiliser à ce qu'elles suivent toujours leur cours de préparation à la naissance, quoi. Et leur consultation de grossesse. Et la consultation de grossesse, faire des échographies. Mais il y a ces femmes qui disent que l'échographie aussi, avec des rayons, avec tout ce qui se passe à l'échographie, ça donne aussi des malformations aux enfants. C'est une question d'information ou comment? C'est une question d'information parce que l'échographie, c'est des ultrasons utilisés, donc ce n'est pas nocif pour l'enfant. Il faut juste les limiter pendant la grossesse. Normalement, il y a 3 échographies obligatoires, mais ce n'est pas comme la radiographie où là, il y a des ondes. Non, là, l'échographie, c'est safe, mais on limite pendant la grossesse. Ok, et pour nos mamans qui sont au village, nous savons qu'il y a des mamans au village qui font la pratique des sages-femmes. Comment est-ce que vous considérez leur travail? Alors, moi, je ne suis pas encore partie au village. J'aimerais bien partir bientôt. Mais en tout cas, moi, je dis que les matrones, c'est celles qui respectent le plus la femme souvent parce qu'elles ne sont pas trop interventionnistes. Elles ont peut-être plus de patience parce que elles ont des situations différentes de nous. Aujourd'hui, une femme qui a accouché par césarienne, par exemple, on va lui dire que si tu accouches moins d'1 an, tu peux pas accoucher par voie basse, ce qui est faux. Aujourd'hui, une femme qui a accouché par césarienne, 6 mois après, si elle tombe enceinte, elle va accoucher par voie basse. Mais on fait croire le contraire pour augmenter le taux de césarienne. Et ça, c'est un problème. Une femme qui a accouché 2 fois par césarienne, s'il n'y a pas eu de problème, elle peut accoucher par voie basse après 2 césariennes. Pourtant, aujourd'hui, on dit le contraire aussi. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça auxquelles il faut qu'on travaille, quoi, et que les femmes doivent être informées. Parce que du coup, il y en a qui passent, ils ont 3 césariennes, entre guillemets, pour rien. Donc, voilà. Mais au village, vu qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, elles font tout pour qu'il n'y ait pas de césarienne, par exemple. Parce qu'elles doivent faire avec les moyens qu'elles ont. Donc, elles vont plus respecter la physiologie, je pense, qu'en ville où elles sont plus interventionnistes, peut-être. Est-ce que vous pensez aux moyens d'encadrement pour ces femmes-là? Exactement. En tout cas, les sages-femmes. Moi, son projet, j'ai différents projets pour les formations des sages-femmes, oui. Effectivement, pour justement que ce soit un peu plus à l'échelle nationale, quoi, ce mouvement et ce changement-là de mentalité, quoi, et de formation, du coup.
Parlons de la césarienne, comme vous venez de mentionner ça. Et qu'est-ce qui provoque que la femme accouche par césarienne? Ça dépend. Il y a plusieurs motifs. Ça va être peut-être une pathologie de grossesse ou si le bébé est en détresse respiratoire, bah là, il n'y a pas le choix. Et parfois, ce n'est pas toujours justifié. Donc, d'où l'intérêt de bien se renseigner. Mais une césarienne, quand elle est pratiquée, c'est qu'il doit y avoir un motif médical. Sans motif médical, normalement, on ne fait pas de césarienne. Et vous venez de dire aussi que quand vous avez même 2 césariennes, une 3e grossesse, vous pouvez accoucher normalement. Exactement. Mais nous, ici, nous savons que quand tu fais déjà 2 enfants avec la césarienne, donc le 3e, c'est pratiquement impossible. Oui, ça, c'était avant. Mais il y a des recommandations qui sont sorties. Et moi, je connais 2 médecins à Kinshasa qui font des accouchements par voie basse après 2 césariennes. Parce que c'est des médecins qui se mettent à jour, qui font de la formation continue et à qui ça ne pose pas de problème. Donc, il faut juste bien se renseigner et aller vers les bons médecins aussi. Ok, par rapport à la maison périnatale Mwanamboka, quelles sont vos attentes par rapport au ministère de la Santé et du gouvernement congolais? D'élargir le CSU. Je pense qu'il faudrait qu'on élargisse la couverture santé universelle et qu'on puisse un peu, comment je peux dire, l'élargir par rapport aux soins à domicile. Donc après les soins à domicile, qu'une sage-femme puisse passer à la maison, faire les soins de l'enfant, les soins de la maman, faire la rééducation du périnée, que tout ça soit pris en charge en fait. Parce que du coup, on ne peut pas s'arrêter juste à l'accouchement. Derrière, il y a encore beaucoup de choses. Mais c'est déjà très bien, parce qu'il y a plein de pays qui ne sont pas ça. Donc c'est déjà à saluer, mais ça serait bien, si possible en tout cas, de continuer. Et si possible, de faire plusieurs maisons de naissance où les femmes peuvent accoucher dans l'eau, c'est bien aussi. Parce que l'eau, ça réduit la douleur. Hein. C'est pas juste pour faire joli, quoi. La femme arrive, ça réduit la douleur, donc c'est comme si c'était une anesthésie, alors que c'est pas le cas, et c'est naturel. Et l'accouchement dans l'eau, vous le faites comment? La femme arrive, elle est en travail, elle a plein de contractions, et elle rentre dans la piscine. Donc c'est des piscines gonflables, hein. C'est pas celles qui sont dehors. Elle rentre dans la piscine, alors soit elle veut rester dedans, elle accouche dedans, soit elle en sort et elle accouche dans la position qu'elle souhaite. Mais c'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que même toi, si tu es enceinte et que tu vas accoucher, ben tu vas dans ta baignoire, tu remplis de l'eau et ça va vraiment te soulager, quoi. Et ça va accélérer ton travail. Ok. Et l'accouchement sans douleur, c'est quoi au juste? Ça, c'est la péridurale. Donc, c'est une anesthésie qu'on met au niveau du dos pour que la femme ne sente plus rien. Donc, du ventre jusqu'au niveau des jambes. Et ça peut bien marcher. Et si ça ne marche pas bien, par contre, il y a des conséquences derrière. Donc, autant mieux se préparer, entre guillemets, à gérer la douleur, au cas où, que à utiliser cette méthode, qui est pas mal hein, en soi. Hein. Mais il faut que la personne qui la pratique puisse bien la pratiquer. Et ça, ce ne sont que les anesthésistes. Donc l'anesthésie, on met juste pendant que la femme commence le travail. Exactement. Avant d'accoucher. Oui, c'est ça. Ok. Et Madame Stéphie, nous sommes presque à la fin de notre émission. Si vous avez un mot à dire à toutes les jeunes femmes qui aspirent à devenir des sages-femmes. En tout cas, à toutes les femmes, de toute façon, en général, prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé mentale et surtout faites un check-up gynéco, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prévenir. Ne venez pas seulement quand il y a un problème. N'hésitez pas, nous on est là à la maison périnatale Mwanamboka, située à GB. Vous pouvez venir et faire un check-up à tout moment. C'est important pour votre santé, franchement. Voilà. Merci Madame Stéphie. Donc toutes les jeunes femmes, il faut passer chez Madame Stéphie à GB pour faire un check-up. C'est très important, comme elle vient de le dire. Et un tout dernier mot par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir accueilli et c'était vraiment un échange très intéressant. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous avons un communiqué de presse. Le réseau des journalistes pour la promotion des droits de la femme, RJPF, organise une formation de renforcement des capacités pour ses membres et bénévoles autour du thème « Droits spécifiques des femmes, comprendre, défendre et vulgariser » du 5 au 7 juin dans la salle UTEX Monisco. Eh bien, c'est par ici que nous mettons terme à ces numéros d'aujourd'hui. J'ai dit un grand merci à notre invitée, malgré ses occupations, mais elle a quand même accepté de venir ici aujourd'hui. Et j'ai dit un grand merci à mon équipe technique pour la réalisation de cette émission et merci à
l'assistance d'aujourd'hui, Ruth Mbombe et Raissa Bangala. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Je vous dis au revoir et à la prochaine.